du premier épisode. Je vous l'ai promis, je vais vous présenter maintenant les participants à notre débat. Alors, ici à côté de moi, le professeur Jean Stengers, que vous connaissez parce qu'il a déjà participé à nombre de nos émissions. Le professeur Jean Stengers qui enseigne l'histoire contemporaine à l'ULB. À côté de lui, un médecin, un psychiatre, le docteur Willy Safran, qui est professeur de psychiatrie à la VUB. Il a écrit une thèse d'agrégation sur Louis-Ferdinand Céline, et c'est sans doute ce qui lui a donné le goût de s'intéresser au comportement des dirigeants fascistes. À côté de lui, Éric Defoort, qui enseigne aux facultés catholiques de Bruxelles, Sint Aloysius. Éric Defoort a écrit un gros ouvrage en irlandais sur l'action française en Belgique. Alors, maintenant, je me tourne de l'autre côté. Nous avons un hôte étranger parmi nous, Philippe Burin, qui enseigne l'histoire contemporaine à l'Université de Genève et qui, assez récemment, a publié un ouvrage aux éditions du Seuil, La dérive fasciste, où il étudie, au fond, la dérive de l'extrême gauche à l'extrême droite d'un certain nombre de personnalités françaises. De Grelle, ce n'est pas un homme qui provient de l'extrême gauche, mais enfin, il nous a paru intéressant d'avoir le point de vue d'un historien étranger parmi nous. À côté de lui, Rudy van Doorselaer. Rudy van Doorselaer, qui a déjà participé lui aussi à nombre de nos émissions, qui travaille au centre de la Deuxième Guerre mondiale à Bruxelles, et qui est le co-auteur de la série de la BRT, Het Verzet, la résistance. Et enfin, M. Frérot, M. Jean-Marie Frérot, qui est l'auteur du dernier livre paru en Belgique, chez Le Grain, Léon de Grelle, le dernier fasciste. Alors, M. Frérot, au fond, vous êtes le dernier à avoir vu de Grelle, c'était, je crois, en 82, 83. 82 et 83. Et 83. Alors, l'homme que vous avez entendu maintenant, est-il très différent de celui que vous avez rencontré? Pas tellement. La première réflexion que je me fais, c'est qu'il affichait, dans l'interview que vous venez de passer, encore 6 années plus tard, la même santé, je dirais, florissante, sinon insolente. Il était peut-être en 83 un peu moins théâtral qu'on vient de le voir, mais dans la mesure où cela est possible, il était encore plus convaincu et encore plus hitlérien. Je ne dirais pas que c'est avec plaisir, mais avec un certain amusement que j'ai retrouvé dans l'émission précédente, comme dans mes multiples heures d'interview de Léon de Grelle, le ténor du Palais des Sports qui confond toujours une conversation privée avec un meeting devant 10 ou 20 000 personnes. Et puis cette espèce de petit malaise, deux parties dans ce qu'il a dit tout à l'heure. D'une part, un certain malaise dû au ce sentiment d'entendre des redites éternelles de ce qu'on a vu, lu, entendu, combien de fois déjà chez Léon de Grelle. Et dans l'autre partie, disons que depuis 40 ans, au fil des années, les chiffres ont tendance chez lui à gonfler. Ces affirmations toujours aussi massives deviennent de plus en plus massives. Alors faire la part des choses n'est pas toujours facile, c'est ce que nous allons d'ailleurs tâcher de faire. C'est ça. D'ailleurs, je vais, si vous le voulez bien, vous demander, du moins à ceux d'entre vous qui auraient une réaction, un sentiment après, vous venez d'entendre Léon de Grelle parler pendant, presque seul pendant 1h25. Alors, quel effet cela vous fait-il, Rudy? Oui, enfin, deux types de réactions. Enfin, en tout cas, le personnage ne laisse pas indifférent, ça c'est clair. Mais en fait, le fait que ça ne laisse pas indifférent, le personnage m'amène déjà à deux réflexions, en tant qu'historien, je dirais. Primo, en fait, ce qu'on a vu, l'émission, c'est, pour moi, en tant qu'historien, une source orale. Alors, il est clair que c'est le bon exemple, je dirais, l'exemple type, hein, qu'en fait, il faut se méfier de la source orale, hein, et qu'il faut, là, et pour de Grelle, je crois, en effet, le bon exemple, il faut l'interpréter, l'écouter avec une sorte de grille d'interprétation très, très, très sévère. Hein. C'est ce que je crois qu'on va essayer de faire aujourd'hui.
Et secundo, c'est qu'à travers l'émission, fait l'image aussi, pas seulement de Léon de Grelle, mais aussi de ce qu'il a été, le chef du mouvement Rex. Et l'émission le fait à travers du personnage, la personne de Grelle. Alors, c'est la deuxième remarque, disons que c'est une approche spécifique d'un phénomène à travers une seule personne. Alors là, je crois que c'est pour la suite du débat aussi qu'on va avoir l'occasion d'en discuter. On y reviendra certainement. Jean Séguer, vous vouliez répondre tout de suite. Monsieur Frérot a parlé de malaise et Monsieur Van Doslar a parlé de méfiance. Moi, je n'éprouve aucun de ces deux sentiments. Je crois qu'il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller, du moins jusqu'à un certain point. Et tirer de ce que nous dit Léon de Grelle une première leçon, tout à fait positive. C'est qu'en le voyant, en l'entendant, je crois que nous apprenons à comprendre pourquoi, à un moment donné, en Belgique, il a réussi. Par à la fois son type d'éloquence, qui est évidemment assez extraordinaire, et aussi par le contenu même de ses paroles. Il est clair que ce n'est pas seulement la conviction qui se dégage, peut-être artificiellement, mais enfin, qui malgré tout se dégage pour l'auditeur de ce qu'il dit, qui est frappante, mais aussi son type de vocabulaire, qu'on n'a pas encore, à mon avis, suffisamment étudié, et l'appel constant à des sentiments élevés. Je crois que certains des mots-clés chez De Grelle, c'est grandeur, pureté. Et c'est évident que ça porte sur les auditoires, ça portait en 35, 36, 37, ça portera sans doute encore maintenant, et je crois que là où Léon de Grelle a tout à fait raison, c'est de dire que si on le laissait parler à la télévision maintenant, il ferait un malheur. Il reste assez extraordinaire. Ça, c'est l'aspect qui, je crois, n'est-ce pas, est tout à fait éclairant pour l'historien. Mais alors, il y a l'autre volet, et là, je suis évidemment M. Van Doslar, c'est qu'en même temps, pour l'historien, il apparaît comme un maître, extraordinaire aussi d'ailleurs, dans la duperie et dans la contre-vérité. Duperie et contre-vérité, M. Ballas l'a suivi à la piste à cet égard, mais il est évident que M. Ballas a dû se limiter, car s'il fallait relever toutes les contre-vérités chez De Grelle, il faudrait une émission 3 fois plus longue que celle que nous avons eue. Et ce qui est frappant, c'est non seulement le nombre de contre-vérités, mais leur taille, leur dimension, et peut-être plus encore d'ailleurs dans les deux émissions qui vont suivre que dans celle... Ça, les spectateurs ne l'ont pas encore vu. Non, mais leur annonce, qu'ils vont entendre des choses encore plus extravagantes que celles qu'ils ont entendues aujourd'hui, qui sont déjà parfois très fortes. Et alors, là se pose un problème que, pour ma part, je n'ai jamais réussi à résoudre, je n'ai jamais vu clair. Est-ce que nous sommes en face d'un homme qui systématiquement ment, pour employer un terme grossier, contre-vérité c'est poli, mais quand on dit des contre-vérités on est un menteur, ou bien est-ce que c'est un mythomane qui croit à ce qu'il raconte et qui est extravagant? Alors j'ai l'impression que c'est mon voisin de droite, qui est un psychologue, qui devrait nous dire s'il y a moyen de distinguer ces deux types de contre-vérités. J'aimerais peut-être d'abord dire que j'étais comme les autres participants à ce débat, très frappé par l'éloquence absolument extraordinaire de Léon de Grelle. Là, je vous interromps. Est-ce que vraiment cette éloquence porte encore maintenant? C'est une éloquence d'un tribun politique des années 30, qui n'est pas adapté aux moyens de communication audiovisuels actuels. Certainement pas, parce que je me suis senti assailli, assourdi, je dirais violé pratiquement, mais pas de façon positive. Ce qui apparaît très, très rapidement chez Léon de Grelle, aussi bien dans son interview de 1977 que des séquences le montrant plus jeune, c'est une personnalité absolument narcissique, qui a besoin d'un espace vital énorme, qui est envahissant. On a l'impression d'être poussé dans le coin. Et très manifestement, c'est la relation qu'il instaurait avec ses auditoires lorsqu'il faisait des meetings politiques, et où très manifestement, il érotisait la relation. Il dit lui-même d'ailleurs que ses auditoires, c'est comme les belles femmes, il faut les prendre. Et c'est une relation où il prend une attitude d'homme dominateur,
conquérant. D'ailleurs, le rire qu'il emploie à certains moments en 77 dans l'interview que vous avez faite est aussi un rire de supériorité, de domination, de conquête. Et c'est très certainement le rire qu'il a employé dans ses relations avec les auditoires. Et les femmes ne s'y sont pas trompées, qui apparemment étaient très nombreuses à ces meetings politiques où l'entrée était payante. Il insistait très fort là-dessus. Et il emploie d'ailleurs le mot fluide concernant ses relations avec les auditoires, concernant ses relations avec des hommes d'État qu'il perçoit du premier coup d'œil grâce à un fluide, Hitler, Mussolini, d'autres. Il y a là toute une série de croyances irrationnelles du domaine de la parapsychologie sur lesquelles nous pourrons peut-être revenir s'il s'avère que c'est intéressant, mais il est certain que Léon Degrelle se livre à des mensonges caractérisés. Un mensonge caractérisé chez Léon Degrelle, à mon avis, est organisé consciemment, délibérément, dans des buts politiques évidents. La mythomanie, c'est tout autre chose. La mythomanie, c'est tout autre chose. La mythomanie n'a pas un but opératoire immédiat dans la réalité politique. Elle a le but essentiel chez Léon Degrelle de se renforcer personnellement sur le plan narcissique. Au fond, Léon Degrelle se sent un petit rexiste, un petit chef rexiste et plus tard un petit chef fasciste, ébloui, je dirais, par le génie de Hitler, ébloui par la grandeur de Mussolini. Et alors, concernant ses relations avec ces deux figures prestigieuses du fascisme, il va élaborer une mythomanie de relations privilégiées, amicales, de complicité qui n'existe pas. Alors, je me tourne maintenant vers notre hôte suisse. Et d'abord, je voulais vous demander, est-ce que Léon Degrelle, on en parle en Suisse? Est-ce que c'est un personnage connu? Je ne parle pas de l'historien, là, bien sûr, vous le connaissez. Non, c'est un personnage qui, je crois, est ignoré par la très grande majorité des Suisses. Et peut-être même en France, aujourd'hui, je crois que le nom de Degrelle est un nom relativement peu connu, même si l'actualité du Front National, la montée de Le Pen ont fait ressurgir un certain nombre de noms qu'on croyait disparus, les noms d'un certain nombre de leaders nationaux populistes des années 30, mais Degrelle reste malgré tout une figure peu connue. Mais si vous me permettez de revenir sur l'impression du débat, je voudrais simplement dire quelque chose qui me paraît évident, que je crois que la plupart des téléspectateurs auront éprouvé, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de stupéfiant dans cette performance, si je puis dire, du Degrelle d'aujourd'hui ou de celui d'il y a 10 ans, parce que finalement, on voit que c'est quelqu'un qui s'identifie complètement à Hitler aujourd'hui. Il s'identifie complètement à Hitler, non seulement en le professant, en disant qu'il est un hitlérien convaincu, mais il s'identifie dans sa gestuelle. Il replie les bras comme Hitler, il porte la main derrière l'oreille, au creux de l'oreille comme Hitler. C'est un homme qui est en train de reproduire Hitler. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on a affaire à un fossile. C'est un véritable fossile vivant ou survivant qui nous parle à nous, et je pense en particulier aux jeunes générations, comme de l'outre-tombe des années 30. Il en a gardé le style oratoire, il en a gardé les tournures, les expressions. On pourrait même, en étudiant un peu finement le vocabulaire, retrouver des figures de style qui étaient celles de cette époque. Et donc, c'est quelque chose, je crois, d'assez extraordinaire. Et j'approuve tout à fait ce qu'a dit M. Safran sur le mécanisme psychologique que révèle l'interview, mais je crois qu'il faut mettre en garde contre la tentation de replier ce Degrelle d'aujourd'hui sur le Degrelle des années 30. À ce moment-là, Degrelle ne se voyait certainement pas comme un homme en communication directe avec Hitler. Sans aucun doute, sa mégalomanie existait, mais elle n'avait certainement pas cet air d'irréalité qu'on lui voit aujourd'hui.
puisque le contexte, l'action et tout simplement le fait que personne ne pouvait savoir ce qui allait ensuite se passer, et notamment personne ne pouvait savoir s'il n'allait pas réussir, faisait que c'était une force vivante qui n'avait pas cet aspect caricatural qu'on lui voit aujourd'hui. Alors, Monsieur de Fort, Je me pose la question en écoutant Monsieur Burin et après le docteur Safran, dans quelle mesure on peut appliquer tout ça, ce système, cette analyse, cette psychanalyse, etc., sur de Grelle proprement dit. Par exemple, c'était surtout la première partie de vos propos où vous signalez, j'ai noté comme ça, il érotise ses relations avec son public. Il parle de fluide, etc. Mais enfin, je crois savoir qu'il n'y a qu'à regarder nos postes de télévision et des interviews avec des acteurs très honorables, très appréciés par le public, de grands talents. Ils parlent tous, ou la plupart, parlent de fluide avec leur public. Ils érotisent fortement, souvent, leur relation avec leur public. Tout ça pour relativer tout de même un peu ce que je viens d'entendre ici. Est-ce que c'est propre, est-ce que c'est typique pour un chef fasciste? Même si un homme public pense cela, c'est-à-dire qu'il a une relation érotisée avec son public, il essaye de le chauffer, etc., il n'en fera pas une profession de foi. Et ça, c'est la très grande différence, parce que chez les dirigeants fascistes, l'irrationalisme est une valeur centrale. Autrement dit, leur rapport avec la masse est un rapport de domination masculin, viril. Et ça n'est pas ce que dit l'analyste ou le psychanalyste, c'est ce qu'affirme le dirigeant fasciste lui-même. Et bien entendu, on n'est pas obligé de prendre au sérieux tout ce qu'un dirigeant comme De Grelle dit, mais on est obligé au moins d'en tenir compte, c'est-à-dire d'essayer de voir si ça ne révèle pas un arrière-plan mental, un ensemble de valeurs qui sont typiques d'un courant politique. Et je crois que cette comment dire, vision de la foule comme une masse féminine qu'on va dompter, qu'on va exciter et finalement violer, je crois que c'est une vision qui relève d'une vision du monde fasciste. Si je faisais un petit effort d'oublier Léon de Grelle, vous me faisiez penser, c'est provocateur ce que je dis, à l'abbé Cardaigne, l'aumônier en chef, la jeunesse ouvrière chrétienne. Lui aussi, il avait une théâtralité en face de son auditoire. Il parlait d'un fluide vis-à-vis de ces jeunes ouvriers catholiques. Ça devrait être très grand, très spirituel, etc. Oui, mais enfin, je crois qu'on peut comparer. Non, mais je crois que non, mais nous on mettons le compare doigt, je crois que ça fait progresser le débat, parce que nous mettons le doigt sur des origines intellectuelles de Grelle. Au fond, quand on voit ce que sont les grandes liturgies rexistes, on va parler des sports, etc., la comparaison qui vient à l'esprit, c'est Nuremberg, c'est les grandes liturgies d'outre-Rhin. Il y a évidemment des éléments de similitude incontestables, il y a une certaine imitation, mais je ne crois pas que ce soit là l'essentiel. Le terreau dans lequel Léon de Grelle plonge, c'est, comme le disait M. de Fort, les grandes liturgies catholiques, pas, les grandes manifestations du Christ roi, etc. Et c'est là qu'il a appris à la fois les liturgies et la théâtralité, ce que soulignait M. de Fort. Là, je crois que l'on touche à certaines des racines intellectuelles importante de Grelle. Vous croyez que, vous qui êtes un spécialiste de l'action française, est-ce que vous croyez vraiment... je vous ai vu, quand on projetait le film, sursauter quand le commentaire dit que les bons pères ont sans doute influencé De Grelle pour l'associer, si vous voulez, ou le soumettre à l'influence de l'action française. Ben, j'ai pas sursauté à ce moment-là. J'ai sursauté, je crois, au moment où on disait qu'il était maurassien, que la préhistoire du rexisme, c'est d'une certaine façon, c'est le maurassisme en Belgique. Alors là, moi, personnellement, j'y crois pas tellement, où il faut le nuancer. C'est comme si on supposait qu'en 68, que tout le monde qui prononce le nom
qui lance le nom de Marcuse, etc., et qui parle de l'aliénation, qu'il a lu ou bien Marcuse ou bien Hegel. Hein. Enfin, malgré tout, il y avait un milieu d'action française dans lequel De Grelle a baigné, plus ou moins, même s'il n'a pas, étudié la doctrine maurassienne, même s'il n'est pas devenu un maurassien au sens strict, ce qui paraît évident. Il a baigné dans le maurassisme et il en a retenu quelques éléments fondamentaux: le refus de la démocratie, le refus du parlementarisme, un certain nombre de valeurs d'ordre, d'autorité, de hiérarchie. Mais le catholicisme n'était pas que maurassien. Il y avait un catholicisme de tendance démocrate chrétien. Donc il y a bien quand même à l'origine de la trajectoire de De Grelle une influence maurassienne. Tout ça... Attendez, parce que M. Frérot... Je me demande si une des origines quand même de l'influence, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut limiter cette influence maurassienne sur De Grelle, mais elle existe et ce n'est pas de sa faute. De Grelle était passionné de lecture. Et son professeur de rhétorique, lui, donnait tous les soirs, après le repas du soir, il était pensionnaire au collège de la Paix à Namur, lui donnait tous les soirs le numéro de l'Action française. Et il s'en repaissait littéralement, comme il ne sert plus de bien d'autres choses. Et c'est une des particularités qui est pour moi d'ailleurs une grandeur des jésuites, qui, contrairement à bien d'autres congrégations, vont rarement tous dans le même sens. On a même connu des jésuites qui roulaient carrément à contresens sur les autoroutes. Ça, c'est vu. Nous avons, dans le monde des jésuites, un père Lemaître qui sera un des professeurs principaux de De Grelle en première candidature, qui est tout prêt à mettre à l'index et De Grelle et Maurras. Et nous avons, par contre, je viens d'en parler, son professeur de rhétorique, qui est, lui, parfaitement favorable à ce que De Grelle se nourrisse de Maurras. Ce qui a apporté, je crois, cette influence de Maurras sur De Grelle, mais tout en lui laissant... pour toute proportion gardée, une part qui n'est pas tout à fait déterminante. Enfin, c'est dans la ligne de sa pensée. Non, je voudrais, parce qu'il faut avancer, est-ce que l'un de vous a une explication? Est-ce que c'est l'homme De Grelle qui est à la base du succès indéniable du rexisme, ou bien est-ce que le rexisme et l'homme De Grelle sont le fruit de la société belge des années 30, 35, 36? Alors, qui peut me répondre là-dessus? Rudy. Je voudrais quand même d'abord enchaîner en répondant en même temps à votre question, à ce qu'a dit Éric de Forst. Parce que on peut, je crois, discuter de l'importance des idées de Maurras sur Léon de Grelle et le rexisme. Là où je crois qu'on peut moins discuter, c'est l'importance à deux niveaux de l'action catholique sur le développement de Léon de Grelle et le rexisme. Là, je crois que c'est un point très important. Alors, il ne faut pas oublier que cette action catholique, à cette époque-là, créée après l'instauration du suffrage universel, dans une sorte de réaction de l'Église, parce que cette action catholique est créée par l'Église et par la hiérarchie de l'Église, que cette organisation rassemble une masse énorme de jeunes. En Belgique, en 27, un rassemblement de 60 000 personnes. En 1931, 100 000 personnes. Là, c'est vraiment une organisation de masse. Au point de vue politique, et là, c'est tout aussi important pour comprendre, je crois, Léon de Grelle et son rexisme, tout au moins jusqu'en 1936, c'est que, au point de vue politique, parce que si je parle de politique, j'ai voulu, parce que cette action catholique s'est dit antipolitique ou apolitique, surtout apolitique. Alors, ce qu'ils veulent dire, eux, par apolitique ou antipolitique, c'est en fait antipolitique démocratique, antidémocratie, à leurs yeux. Bon. Attendez, parce que moi, je constate une chose ici, c'est que nous n'en sortons pas de Maurras, et je vous pose des questions sur De Grelle. Moi, je voudrais que ce soit le professeur de l'Université de Bruxelles que je suis qui défende ici l'action catholique. Je l'ai mise en cause à propos de la liturgie de Grellienne et à propos de la théâtralité. Ça, ce sont des caractères extérieurs, mais où je conteste formellement l'analyse de
Rudy Van Dosselas, c'est quand il la met en cause au point de vue idée. Je veux bien, dans l'Action catholique, il y avait des gens qui n'étaient pas parfaitement démocrates, mais là, dans l'Action catholique, on ne trouve pas, dans l'idéologie générale de l'Action catholique, de racines intellectuelles du marxisme. Là, je dis non, 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 en tant que professeur de l'Université de Bruxelles, je ne suis pas suspect de défendre l'Église systématiquement. Il est certain qu'il faut souligner, par honnêteté intellectuelle élémentaire, que Monseigneur Picard avait une peur mortelle de la confusion entre l'action catholique de la jeunesse belge et l'action politique, même catholique, de cette jeunesse belge. Il ne voulait absolument pas de confusion entre les deux groupements, entre les deux idées, entre les deux activités. C'est quand De Grelle a pris une position qui était plus nettement politique qu'a commencé la rupture sans retour entre Monseigneur Picard et De Grelle. Je crois que ce qui est important pour l'Action catholique à cette époque, c'est en effet la réchristianisation de la société. D'accord. Oui. Et quand ils se disent apolitiques ou antipolitiques, ça veut dire qu'ils sont contre les partis politiques, qui veulent une société qui se réformera, qui sera imprégnée des valeurs chrétiennes. Là, c'est important pour eux. Quand ils disent omnia instaurare in Christo, ils veulent vraiment façonner toute la société selon les... Je voudrais poser une question à M. Burin qui nous écoute là avec un petit sourire. Je voudrais savoir, est-ce que vous concevez un De Grelle français? Et supposez qu'il y ait un De Grelle français, est-ce que vous croyez qu'il aurait pu être le rassembleur des fascismes français? Je crois que la discussion tout à l'heure c'est un petit peu noyé, parce que si je vous ai bien compris, la question que vous posiez, c'est est-ce que De Grelle était une personnalité indispensable au succès du rexisme, mais au succès du rexisme en 1936. Oui. N'est-ce pas? Et donc on est revenu ensuite à 32, 33, au moment où De Grelle est en quelque sorte en train de se dégager de l'Action catholique. Et sa donc, chrysalide. Bon, il y a tout un problème là. Alors pour ce qui est de la question générale, est-ce qu'un homme joue un rôle indispensable? Je crois que la réponse est oui. C'est-à-dire que dans un mouvement de type fasciste ou de type plébiscitaire en général, la personnalité du dirigeant est essentielle. Parce qu'elle ne se fabrique pas à coup de propagande, elle ne se fabrique pas à coup de photographie, de montage, mais parce qu'elle répond à une attente ou qu'elle est capable de répondre à une attente. Et De Grelle, je crois, a parfaitement su cristalliser en 1936 dans la société belge, et ça c'est un problème que je laisse volontiers à mes collègues historiens belges le soin de traiter, à savoir pourquoi dans la société belge, quelqu'un comme De Grelle pouvait tout d'un coup attirer 10% des lecteurs, mais dans toutes les situations de crise semblables, et là de crise, je parle de crise politique, dans l'Europe des années 30, on voit un peu partout que les hommes se sont levés et ont réussi à capter une partie de l'électorat. La particularité de De Grelle, c'est qu'il a réussi au-delà de ce qu'ont réussi les hommes politiques français du même genre. Je pense là à un Doriot, je pense là à un Bucquart et même à un Larocque. Je ne les mets pas tous sur le même plan. Mais néanmoins, en France, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un leader de type plébiscitaire, charismatique, qui ait eu l'aura de De Grelle. De Grelle, je crois, a bénéficié d'une aura tout à fait particulière qui tenait aux conditions de la vie politique belge, je crois, au fait que dans ces conditions-là, il y avait une attente, il y avait l'attente d'un sauveur, entre guillemets, et que De Grelle, en outre, apportait des qualités de personnalité qui ont séduit une fraction de l'électorat. Ces qualités de personnalité, je crois que c'est une certaine fougue juvénile, une certaine intempérance aussi, dans la dénonciation caricaturale, une certaine rupture. Je crois que De Grelle a séduit parce qu'il était une force de rupture avec des traditions politiques belges faites de componction, de modération, d'entente entre les trois partis principaux. Il n'y avait plus dans la vie politique belge, au moment où l'atmosphère en quelque sorte était tendue, semblait réclamer des solutions simples, fortes, bon marché. Il n'y avait plus de force d'opposition dans le jeu politique belge.
à part le Parti communiste minuscule, dont la très grande majorité des Belges ne voulaient pas. Et donc, De Grelle s'est présenté comme une force de rupture et de rénovation. Si je comprends bien, au fond, le succès de De Grelle est dû au fait qu'il n'était pas comme les autres. Tout à fait. Vous permettez? Oui. Je crois que la comparaison avec la France que vous avez suscitée, qu'a faite M. Burin, est très éclairante et je partage, pour ma part, tout à fait son analyse. Ce qui a fait le succès de Grelle, c'est le balai. Le balai, à la fois négativement, balayer les impuretés du régime, la corruption et les collusions politico-financières, et en même temps quelque chose de positif. Quand on a balayé, on va créer un climat de pureté, de grandeur du pays. Bon, tout cela se nourrit d'un climat de scandalite qui existe, attention, depuis longtemps en Belgique. De Grelle ne surgit pas au lendemain des scandales. Les scandales sont liés aux déconfitures de certaines grandes entreprises, la Banque du Travail, le Bourg-en-Bonne, etc. Et à l'occasion de ces déconfitures, on voit ce qu'ont joué comme rôle dans ces entreprises en déconfiture des hommes politiques, et c'est la collusion politico-financière qui se révèle à ce moment-là. Ces collusions politico-financières, les socialistes, certains catholiques comme Croquart, M. Ballas nous l'a dit, l'avaient dénoncé depuis longtemps. De Grelle a repris le dossier et il lui a donné une vie nouvelle. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au fond, ces atouts de succès existaient peut-être plus encore en France qu'en Belgique, car l'affaire Stavisky, c'est encore plus beau que la Banque du Travail ou le Bourg-en-Bonne. C'est magnifique, l'affaire Stavisky. Et il est évident que l'affaire Stavisky n'a pas pu être exploitée en France par un homme du type de Grelle. Il y avait des conditions objectives en France qui auraient permis à un De Grelle français de réussir éventuellement, à mon sens, encore mieux qu'un De Grelle belge. Mais il ne s'est pas trouvé de Grelle français. D'autant plus que, attention, chose qui me paraît capitale, un De Grelle français aurait couvert toute la France, ce qui a fait la faiblesse en partie du De Grelle belge, c'est notre division linguistique. Il n'a pu mordre, en fait, que sur la partie francophone du pays. C'est ça qui a limité les dégâts du rexisme. Je crois que il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que De Grelle a pu prendre la position d'une personnalité charismatique. Je crois que parmi les éléments les plus importants que l'on retrouve d'ailleurs dans son enfance et dans son éducation catholique sont des éléments d'ordre psychologique. Il croit profondément au mysticisme, il croit profondément au rôle du chef, il croit profondément au rôle d'une autorité suprême, il croit profondément à la sublimation. Je crois qu'il y a énormément d'éléments de son éducation catholique qu'il a eu à différents niveaux qui ont fait qu'il a pu reprendre dans sa personnalité finalement les imaginaires individuels et les symboliques individuels qui étaient en attente d'une personnalité charismatique. Là où s'arrêtent les explications psychanalytiques, c'est comment devient-on une personnalité charismatique. Ça, si on connaissait la recette... Si on connaissait la recette, c'est très dangereux pour la société, d'ailleurs. Mais est-ce qu'en 1936, on percevait déjà De Grelle comme un danger fasciste? Monsieur Frérot. Ah, Monsieur Frérot. Avant d'arriver à ce problème du danger fasciste de 1936, n'oublions pas qu'après les élections de 1936, le Parti catholique, les autres non plus d'ailleurs, n'ont rien compris. Le gouvernement formé tout de suite après les élections de 1936, il y a très peu de changements. Les libéraux ont un ou deux ministres en moins au profit des socialistes, mais ça correspond au déplacement de siège. Les socialistes sont devenus le premier parti du pays. Mais on efface tout et on recommence, mais on recommence avec les mêmes. On n'a rien compris parce qu'on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. Et De Grelle a été excédé de tout ça aussi à certains moments. Je reviens à ma question. Est-ce qu'en 1936, on le percevait déjà comme un fasciste? Ou bien est-ce que c'était, je ne sais pas moi, un homme nouveau qui apportait un air nouveau dans la politique belge?
En ce qui concerne les socialistes, en tout cas, ils le percevaient à cette époque-là comme un, comment dirais-je, comme un sous-marin clérical. Je crois que c'est ça la formule, la formule clé. Il s'affichait autonome, etc. Mais pour les forces de gauche, en tout cas, de Grelle, à cette époque-là, c'était un sous-marin catholique. Et dans la mesure où, dans le milieu socialiste, on associait à cette époque-là, pour des raisons tactiques et autres, déjà le milieu traditionnel catholique comme d'ériaques ou de fascisants, etc., dans cette mesure-là, bien sûr, de Grelle aussi en faisait partie. C'est ça. Je crois que l'analyse est très juste. Il est évident que si, à la veille des élections de mai 36, on se penchait sur les déclarations de Grelle, si on relisait sa prose, si on voyait ce qu'avait été sa fameuse interview à Henriot qu'a évoqué M. Ballas, on pouvait le comprendre, voir ce qu'était son objectif, c'est-à-dire s'emparer du pouvoir. Mais cette analyse, très peu d'hommes l'ont fait, d'abord parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, c'était la campagne électorale, on était en face, mais pas d'un tribun, à qui il fallait répondre sur le champ, et la réponse, comme l'a très bien dit M. Defoe, c'est située sur le plan des vieux partis, c'est-à-dire que ceux qu'on appelait à cette époque-là la gauche, ça comprenait les libéraux, ont vu dans De Grelle un sous-marin catholique, n'est-ce pas, un clérical masqué qui prétendait attaquer le parti catholique, mais qui n'aurait rien de plus pressé, une fois qu'il aurait raflé un certain nombre de sièges, rien de plus pressé que de se rallier au parti catholique et de renforcer ses rangs. C'est ça la dénonciation essentielle qu'on trouve dans le peuple, c'est ça qu'on trouve dans la dernière heure. L'analyse de la dernière heure est encore plus nette à cet égard que celle du peuple. Au fond, il n'y a pas eu de vraie perception dans le monde politique en général, et encore moins dans la masse des électeurs, d'un réel danger fasciste, et c'est ça qui explique le succès du Rexisme, car il faut tout de même dire 300 000 Belges qui votent Rexiste, et tous de sexe masculin, et 30% de luxembourgeois et 48% d'habitants du canton de la Roche-en-Ardenne. Ce ne sont pas des fascistes, ce sont de braves gens qui ne voient pas qu'il y a un danger fasciste, et ils le verront plus tard, beaucoup plus tard seulement. Il y a d'ailleurs une chose qui me frappe, c'est que Léon de Grelle se dit ouvertement en début d'émission « je suis hitlérien plus que jamais », etc. Et pendant toute une partie de l'interview, il se débat comme un beau diable pour expliquer qu'au fond, il n'a pas été aidé par Hitler. Il minimise l'intervention des nazis, mais par contre, il parle d'abondance, et comme d'une chose toute naturelle, de l'aide qu'il a reçue de Mussolini. Alors, là, je me tourne vers vous, Monsieur Burin. Est-ce que vous avez une explication à cette attitude? Je crois qu'il faut tenir compte du fait que Mussolini, jusqu'à la fin de 1936, jouit partout en Europe d'un crédit très fort dans l'opinion conservatrice. L'opinion conservatrice est bien entendu dans l'extrême droite européenne. Et il jouit de ce crédit parce que il est à ce moment-là dans la situation d'un homme qui a établi un pacte avec l'Église romaine, avec l'Église italienne, parce qu'il est un homme qui apparaît sur la scène internationale comme un modérateur. C'est l'époque du front de Stresa, c'est-à-dire du rapprochement entre les Français, les Britanniques et les Italiens contre le danger hitlérien. Et donc, Mussolini est en quelque sorte un homme dont on peut se réclamer sans effrayer. Et dans l'opinion de droite, l'opinion catholique largement, Mussolini est un homme qui est incessamment louangé. On le loue d'être le protecteur de l'Église, d'avoir ou de vouloir instaurer un ordre corporatiste qui se rapproche de la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est quelqu'un qui ne gêne pas. Et à plus forte raison, qui ne peut pas gêner les Belges. L'Italie, c'est malgré tout assez loin, ça ne fait pas peser de menace sur la sécurité nationale, alors que l'Allemagne est la voisine, et une voisine de plus en plus dangereuse. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de fossiles. N'est-ce pas De Grelle, quand il évoque cette période, est incapable d'ajuster l'attitude qu'il avait entre 36 et 40 à l'attitude qu'il prendra ensuite. Logiquement, se proclamant hitlérien, aujourd'hui, il devrait dire dès 36, j'avais établi un tel contact avec Hitler qu'il m'a soutenu financièrement. Donc il m'avait compris et il m'a... Non, il est incapable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien,
intuitivement, inconsciemment, que dans l'opinion publique belge, être l'allié des Allemands avant la guerre, c'est encore plus compromettant que d'avoir été un collaborateur pendant la guerre. C'est peut-être irrationnel, mais c'est vrai. Et donc, il est tout prêt à dire « j'ai touché de l'argent de Mussolini », il refuse de le dire à propos de Hitler. Or, si on fait quelques recherches, on se rend compte que, bien entendu, De Grelle a touché de l'argent. Dans le film, on nous a dit qu'il y avait eu cette affaire du papier livré pour la presse rexiste. Mais quand on regarde, et je l'ai parcouru brièvement ces jours derniers, les carnets de Goebbels, dont la partie concernant les années 1934-1939 sont publiés pour la première fois, on se rend compte que De Grelle jouit à Berlin d'un crédit certain en 1936-1937. Et je vous en donne rapidement quelques éléments. Le 17 octobre 1936, Goebbels note que Monsieur Wien, en fait, je crois qu'il parle de Gustav Voins, l'industriel rexiste, représentant de De Grelle, vient nous demander du papier et de l'argent. Goebbels dit « je vais m'en occuper, De Grelle va bientôt arriver au pouvoir, ces jeunes gens méritent qu'on les aide ». Le 22 octobre 1936, il en parle avec Hitler, qui lui dit de soutenir De Grelle. Le 11 novembre 1936, De Grelle a obtenu son papier, 15 wagons. Le 3 décembre, il note que De Grelle subit un certain recul ou que son mouvement s'essouffle. Le 10 avril 1937, si je ne me trompe pas, c'est la date de l'élection partielle, ou en tout cas on est proche, n'est-ce pas? Il note « Zélande va reprocher à De Grelle d'avoir obtenu du papier de nous ». Et cela peut être dangereux pour De Grelle. Je rentre donc, Goebbels écrit, je rentre donc pendant la nuit à Berlin pour rapidement lui établir des quittances pour ce papier. Des fausses factures. Des fausses factures, exactement. Le Führer est aussi pour cette formule. Donc on s'aperçoit à de nombreuses reprises, Goebbels mentionne De Grelle et il le mentionne à peu près à chaque fois de façon admirative. Mais cette admiration passe assez rapidement. À partir de l'échec d'avril 1937, on peut lire le 13 décembre 1937, Grohe, qui est un agent allemand en Belgique, me décrit die Geldkalamität, la difficulté désastreuse financière de De Grelle. Et Goebbels écrit « Je vais essayer de l'aider 200 000 marks par mois ». Et il reviendra ensuite en disant, le 14 janvier 1938, il aura de l'argent, mais il doit d'abord montrer quelques succès. Et donc on voit que la période faste des rapports, ou du moins de l'intérêt que Goebbels montrait pour De Grelle, a très rapidement passé. Et cet intérêt, je crois, s'explique tout simplement par le fait, comme le note quelque part Goebbels en 1937, après l'échec de Grelle, malgré tout, il va rester une force politique importante en Belgique. Et donc le calcul de Goebbels, c'était tout simplement d'appuyer quelqu'un qui pouvait diviser en quelque sorte le front anti-hitlérien en Belgique et de soutenir une force qui éventuellement pouvait se montrer utile. Mais en fait, à partir de 1938, on voit que toute mention de Grelle disparaît jusqu'à juin 1940. Et à ce moment-là, Goebbels note quelque chose qui est tout à fait significatif, mais qui concerne l'émission suivante, à savoir que De Grelle est trop français, trop nationaliste et trop radical pour qu'on l'utilise comme Aufseher, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, comme superviseur allemand en Belgique. Autrement dit, Goebbels était tout à fait d'accord pour utiliser De Grelle en tant qu'instrument inconscient de la politique allemande, mais il n'était évidemment pas question de l'utiliser comme relais ouvert politique en Belgique. Bon, mais nous voici amenés... Je crois oui, que... un dernier mot. Un dernier mot là-dessus. Je veux tenir un propos un peu irrespectueux, même provocateur. Je crois que la chronologie des aides financières de l'Allemagne à De Grelle, que M. Burin a très bien dégagé, pourrait être mise en parallèle, et en parallèle assez frappant, avec la chronologie des aides de certains grands industriels à De Grelle.
au fond, on suit la même courbe. Quand De Grelle apparaît comme l'homme qui pourra avoir un succès politique important, l'argent arrive et puis on ferme les robinets. C'est la même chose Écoutez, pour si l'Italie je- fasciste. C'est ça. Mais si je vous comprends bien, en politique, pour être aidé, réussissez. C'est ça. Alors, Monsieur Frérotte. Encore sur ce sujet, si De Grelle a piqué ses grandes colères lorsqu'on lui reprochait de recevoir des aides financières de l'Allemagne, et dans une nettement moindre mesure quand on lui reprochait la même chose de l'Italie, c'est qu'il faut savoir aussi qu'il a, au début, initialement, il y a 30 ans, il niait l'aide italienne, formellement. Et on a très rapidement trouvé les documents établissant l'aide italienne. Alors on a dit, bon, ça va. Mais l'aide allemande, il y a très peu de temps qu'on a pu le coller au mur avec les documents permettant de prouver cette aide allemande. Mais tant qu'il n'y avait aucune preuve, vous savez, il a poussé des hurlements chaque fois qu'on évoquait cette idée. On la sentait, mais on n'avait pas les documents. Maintenant, bien entendu, il pousse de borborigme, il hurle encore, mais il ne sait pas répondre. C'est ça. Eh bien voilà, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre débat. Je vous remercie. Nous avons déjà un petit peu mordu sur l'émission suivante. L'émission suivante qui portera comme sous-titre « Vers la collaboration » parce que nous y verrons qu'entre 1940 et 1941, Léon de Grelle a dû faire de gros efforts pour être admis en tant que collaborateur par les Allemands. À bientôt.